Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Parlons du froid ce matin. C'est vrai que quand il fait froid, on préfère se calfeutrer chez soi sans mitoufler dans un plaid bien douillet. Mais le froid est bon pour notre santé, c'est un allié précieux. On reviendra sur ses bienfaits dans quelques instants. Mais d'abord, on part retrouver celui qui brave le froid chaque jour à votre rencontre. C'est Evan. Salut Evan, où tu nous emmènes ce matin ? Oui, salut Alifanté et bonjour à vous à la maison. Ce matin, je vous propose une découverte gourmande à Quiberon, à la Cour d'Orgères, qui fabrique des confitures artisanales hautes en couleurs. Ici, la pomme côtoie le caramel au beurre salé, la mangue se mélange avec le piment d'Espelette et l'échalote avec les abricots. On aura l'occasion de déguster ça tout à l'heure. Ça va être bien gourmand comme on aime. Salut Vérène. Salut Evan. Alors, tu es avec ta sœur à la tête de la Cour d'Orgères. Toutes les deux, vous êtes passionnés de confiture. Pourquoi avoir choisi la confiture ? Alors ce choix, c'est nos parents qui l'ont fait. En 1976, ils élevaient des chèvres, ils faisaient du fromage et il y a eu la sécheresse, plus de lait, plus de fromage. Il a fallu trouver un autre moyen de subsistance et ça a été de vider les placards dans lesquels il y avait de la confiture, des fruits à l'eau de vie, des conserves qu'ils faisaient avec les fruits du jardin. Et c'est comme ça que tu as appris à faire de la confiture. Voilà, donc on a appris petit à petit avec nos parents qui nous ont formés et le palais et à la confiture. Et alors maintenant tu es maître confiturière, c'est quand même la classe, et tu as décidé de ne pas faire que des confitures de fraises. Exactement. Alors nos parents ont fait une gamme de confitures intemporelles avec un seul fruit. Et nous on a développé une gamme de confitures avec des mélanges tous plus originaux les uns que les autres. On a plusieurs gammes de confitures. Ah oui, en plus les noms sont rigolos. Voilà, exactement. On a des petits noms comme Merci infiniment, qui est notre dernière confiture en date. Donc, pomme Mirabelle, de pin, baiser framboise, volé, voilà. Pêche blanche, qu'est-ce qu'on a ? Ananas, goya, fraise. Élixir, par exemple, pour ananas, passion, gingembre et vanille. Ça, c'est ma confiture préférée. et alors, c'est laquelle qui se vend le mieux ? Celle qui se vend le mieux, alors comme dans toutes les entreprises de confiture, on a fraises, framboises et abricots. Mais derrière, chez nous, on a la cœur de braise, par exemple, pomme caramel au beurre salé avec des pommes bretonnes qui plaît énormément. Une framboise à la rose et des confitures comme de la confiture d'orange, par exemple, ou de clémentine. Les agrumes marchent bien chez nous. On est plutôt assez doués là-dedans. Dans la préparation des agrumes. On va la mettre de côté pour Fabrice qui est derrière la caméra, celle-ci, je sens qu'il en a bien envie. Alors justement, en cette saison d'hiver, est-ce que ce sont les agrumes que vous préparez dans l'atelier qu'on voit derrière ? Oui, on prépare principalement des agrumes en cette saison. Beaucoup de fruits exotiques aussi, puisque les fruits clémentines. sont, voilà, elles sont à pic. moins exotiques, mais en tout cas, elles viennent de Corse. C'est la pleine saison en ce moment de la plupart des agrumes. Les fruits exotiques sont cueillis, et préparés directement sur place. Voilà, on achète les fruits là où ils sont les meilleurs. C'est-à-dire qu'on va avoir de la fraise, de la framboise bretonne, parce que chez nous, on trouve que vraiment elles sont très bonnes. Nous, la meilleurs, pomme, évidemment. ça pousse bien. Et à côté de ça, on va avoir les clémentines et les pamplemousses de Corse, par exemple, la figue de Soliès. Et c'est vous qui préparez, équeutez tous ces fruits ? Voilà, une partie est faite chez nous et une partie est faite avec les AT de l'Armor Plage, qui est un centre d'aide par le travail, exactement. Ils préparent, par exemple, les oranges amères, les échalotes, les oignons, par exemple, pour et faire alors, les chutneys. j'avais vu l'année dernière sur Instagram, vous appeliez les gens du coin sur la presqu'île à venir vous apporter leur mûre. Oui, exactement. La mûre sauvage, c'est du ramassage uniquement en Bretagne. La plupart du temps, c'est beaucoup la presqu'île et juste en sortant de la presqu'île. Selon toi, qu'est-ce qui fait le secret de la confiture réussie ? Une bonne confiture, c'est déjà une confiture qui a le goût du fruit qui est dedans. C'est vraiment le plus important, c'est le goût d'abord. Et ensuite, c'est surtout une bonne texture qui doit être ni trop souple, ni trop ferme. Un bon équilibre entre l'acidité, la douceur, le sucre, voilà. Bon, ça donne envie. Justement, on va passer derrière la vitre qui est juste là pour voir l'atelier de production. Tout est en train de bouillonner dans de beaux chaudrons cuivre. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Le temps peut-être de manger une petite clémentine. Tiens, mais c'est pour la production, ça. Tant pis, il y en aura moins. Tout à l'heure, Evan, en tout cas, toi, tu es bien au chaud. Nous, on parle du froid ce matin. On le craint, on le subit parfois et très souvent, on râle. Pourtant, le froid peut être bénéfique, comme vous allez le voir dans ces images. Il fait frisquet.
Profite, c'est bon pour la santé. Le froid, c'est naturel et n'en déplaise aux frileux, ça a plein de vertus. Côté esthétique, le froid brûle les calories. Il permet de se débarrasser des graisses les plus dures à déloger, les graisses blanches, responsables notamment des poignées d'amour. Frissonner 15 minutes dans la journée serait aussi bon pour maigrir qu'1 heure de vélo. Le froid soigne, il est bon pour la circulation sanguine. Une bonne douche froide le matin, ça réveille. Et en stimulant la microcirculation, les cellules sont correctement nourries et drainées. Le froid est donc un véritable allié contre les jambes lourdes et les varices. Il calme aussi la douleur et réduit les inflammations. Ce n'est pas pour rien que les sportifs ont recours à la cryothérapie pour guérir leurs bobos. Des douleurs musculaires aux maux de tête, le froid agit comme un antalgique. Enfin, le froid, c'est bon pour le moral. En libérant des endorphines, le froid peut avoir un effet déstressant, voire euphorique. Alors, on est chaud pour le froid ? On est chaud pour en parler déjà et ce sera avec vous Frédéric Bridel, vous êtes le directeur de Physio Récup, le centre de cryothérapie au centre hospitalier privé de Saint-Grégoire. Et Christophe, vous pratiquez la cryothérapie aux côtés de Monsieur Bridel. Bonjour à tous les deux. Alors d'abord pour commencer, petite question sur votre rapport au froid. Vous êtes plutôt frileux ou résistant au froid, Christophe ? Plutôt frileux. Plutôt frileux à la base. Oui, moi j'aime bien pas avoir très chaud, mais le froid, j'aime bien être couvert le soir. Voilà. Monsieur Bridel, est-ce que c'est une question qu'on vous a déjà posée en travaillant dans un centre de cryothérapie ? On me demande souvent si j'ai essayé. Ouais. D'accord ? Donc forcément j'ai essayé, mais pas forcément dans les conditions dans lesquelles je fais les premières séances pour mes patients. Voilà. Mais le froid, c'est quelque chose qui... Et vous me disiez en préparant cette interview que le chaud rassure alors que le froid fait peur. Comment ça s'explique ça ? Je pense que le chaud, c'est quand même beaucoup plus assimilé au confort, à la détente. La preuve en est des lieux de vacances, quand on peut y aller. Ils sont plus les lieux à destination chaude de climat. Le froid, c'est quelque chose vis-à-vis duquel on est intellectuellement plus en défense. D'accord ? On se prémunit du froid. C'est pas un élément qui, d'emblée, est un élément favorable à la détente. Et pourtant, ça peut l'être. Vous allez nous le démontrer tout à l'heure. Alors en tout cas, l'intérêt du froid dans le milieu médical remonte à des centaines d'années. C'est assez récent cette prise de conscience de l'opinion sur ce sujet. Alors, comme vous dites, l'utilisation du froid, notamment du glaçon ou des sources d'eau froide à visée circulatoire, c'est quelque chose qui, quelque part, a fait ses preuves par elle-même. Hein, et donc, on a une réelle utilité depuis des années. Et il était même décrit que les premières amputations sur les champs de bataille se faisaient après avoir créé une anesthésie par le froid. Aujourd'hui, si vous voulez, la vraie importance du froid, je pense que c'est dans l'élément de stimulation de l'organisme non médicamenteuse. Les gens recherchent un petit peu cet outil de dynamisation, à la fois sur plein de paramètres physiologiques, mais c'est aussi quelque chose qui, certainement en lien avec la réflexion sur les choses un peu plus extrêmes de ces dernières années, qui ont fait qu'on a pu être compréhensif par rapport au froid. Et justement, Christophe, comment vous êtes venu à la cryothérapie ? Qu'est-ce qui vous a amené sur ce champ-là ? Bien, déjà, dans ma profession, on utilise tout ce qui est froid pour réparer au niveau des chevaux, etc. Ouais, vous êtes éleveur, c'est ça ? Ils sont éleveurs, et puis j'ai une écurie donc avec des propriétaires, etc. Mais surtout après, moi, personnellement, je me dis, nos chevaux, oui, et nous, c'est aussi important. D'accord. Avançant un peu dans l'âge, je me dis, je veux quand même rester en pleine forme et puis être suffisamment fluide dans mon corps. Et il fallait que je trouve un bon interlocuteur, en quelque sorte, pour m'expliquer et avoir confiance dans cette démarche de froid. Et puis voilà. Et vous vous êtes lancé. Voilà, d'accord. Je me suis lancé. Alors la première séance, comment ça s'est passé ? Racontez-nous. On se prépare un petit peu dans sa tête déjà, un petit peu. Et puis comme on est accompagné, Frédéric explique un petit peu le process. Donc ça se passe relativement bien, et puis c'est déjà
on a un petit peu un baptême du froid en quelque sorte au c'est départ. Et quand vous voyez les températures qui défilent, je crois qu'on les voit pas, hein, parce que vous m'avez fait essayer la semaine dernière. Alors on voit pas les températures qui descendent à l'arrière, c'est ça? Oui, je pense que c'est très important de ne pas être conditionné par ce que l'on voit, mais c'est très important, et aussi pour celui qui encadre la séance, c'est d'être tout à fait en phase avec le ressenti instantané du sujet. D'accord ? Je donne souvent cet exemple du compteur kilométrique en voiture. Si il est complètement occulté, vous ne voyez pas à quelle vitesse vous êtes, vous allez vous fier au ressenti de la vitesse, qu'elle soit rapide ou pas, mais à votre ressenti. Il suffit qu'on vous fasse apparaître la vitesse à laquelle vous roulez, ce qui devient quelque chose de sécuritaire parce que l'environnement l'est, peut tout de suite devenir quelque chose d'anxiogène parce que vous avez vu un compteur avec un 2 devant et puis derrière. Surtout si vous avez quelqu'un à côté qui ne vous rassure pas, donc voilà. Mais c'est très important de se fier au ressenti et pas ce qu'on voit. Et justement, qu'est-ce que vous avez ressenti à la fin de la séance? Vous êtes senti bien? Moi, je sais que j'ai fait une sieste personnellement après cette séance. Oui, en fait, déjà le fait, les premières séances ou même les séances d'après, c'est un peu une drogue, quelquefois. Et puis, parce qu'effectivement, on se sent un peu apaisé, des tensions qui s'enlèvent. Et puis, c'est une expérience, j'ai envie de dire, qu'il faut poursuivre dans le temps, de façon à connaître, comme toute méthode un petit peu, c'est pas de s'arrêter sur un effet flash, et c'est d'être un petit peu dans une démarche pérenne et de se dire voilà, c'est un soin, mais c'est aussi un soin de réflexion par rapport au côté booster que ça peut nous apporter, soit sur un plan immunitaire, soit sur un plan inflammatoire, soit sur un plan uniquement bien-être en quelque sorte. Alors vous le faites à titre préventif. Quels sont les bénéfices en fonction des pathologies pour lesquelles on vous consulte, Monsieur Bridel? Oui, alors, comme vous dites, c'est vrai qu'au centre hospitalier à Saint-Grégoire, on accueille forcément des gens qui ont un caractère pathologique, que ce soit une pathologie chronique, inflammatoire, rhumatismale, ou dans des cadres de suivi chez des gens arthrosiques. On a aussi sur des cadres plus aigus, sur de la traumatologie et des conséquences, qu'elles soient douloureuses, édémateuses, qu'on peut avoir. Mais il y a aussi tout un chapitre qui est celui de la récupération physique, d'accord, pour essayer de diluer un petit peu tous les effets de l'effort qui a été créé, que ce soit sur le plan des tissus, muscles, tendons, sur le plan des articulations. On a tous ces éléments-là, et surtout aussi sur une sédation assez globale, comme disait Christophe tout à l'heure, sur une détente profonde qu'on va avoir et qui a pu se traduire chez vous par cette sensation de décompression un petit peu que l'on a et qui est le pendant de l'accumulation de fatigue. On n'a pas toujours besoin d'avoir mal quelque part pour faire de la cryothérapie. En fait, on pourrait le faire juste pour notre bien-être. Voilà, tout à fait. Et c'est ce que disait Christophe tout à l'heure dans le fait de la récurrence et de l'entretien. Moi, je vois aujourd'hui, notre service est ouvert depuis 9 ans et on a une patientèle ou une clientèle qui vient de façon régulière, une fois par mois pour entretenir, et que le confinement le premier confinement de 2020 a mis en évidence, parce que c'était des gens qui se sont retrouvés un petit peu en carence de soins avec des pics douloureux nouveaux qui sont arrivés. Alors, on a reçu quelques questions de nos téléspectateurs. Je vous propose à présent d'écouter ce témoignage de Julie qui s'interroge sur ses douleurs suite à un accident. Bonjour, je m'appelle Julie. J'ai eu un accident dans le cadre du sport il y a 8 mois. J'ai fait une mauvaise chute et j'ai eu une luxation du genou et de la rotule et une fracture de la cheville. Donc je me suis fait opérer il y a 3 mois et demi des deux en même temps. J'ai passé beaucoup de semaines en rééducation et donc aujourd'hui, dans le cadre de ma récupération et des douleurs du coup qui persistent, j'aimerais savoir si utiliser le froid pourrait m'apporter du plus. Monsieur Bridel, est-ce que Julie est une bonne candidate pour la cryothérapie? Oui, alors pour une raison simple, c'est que dans ce que Julie nous décrit comme traumatisme,
on a à la fois dans la luxation une partie de sollicitation du tendon et du muscle de façon extrême, puisque c'est pas resté dans l'axe physiologique. Mais on peut aussi avoir ce qu'on appelle des contusions osseuses, c'est-à-dire les pièces osseuses, rotules et fémurs ou tibias qui se percutent et qui créent un œdème à l'intérieur de l'os. Et ces œdèmes osseux sont difficiles à résorber. Et la cryothérapie corps entier nous a permis de pouvoir avoir accès sur ce phénomène œdémateux intra-osseux qui est douloureux et difficile à traiter. Et c'est un élément supplémentaire dans la prise en charge, mais dont on était un petit peu dépourvu à ce niveau-là. Alors, la cryothérapie est aussi très utilisée dans le sport de haut niveau. On va écouter à présent ce témoignage de Jérémy. Bonjour, je suis sportif de haut niveau et je prends des douches froides tous les matins et des bains glacés plusieurs fois par semaine avant d'aller me coucher. Ça me permet d'abaisser ma température corporelle, de diminuer mon rythme cardiaque afin de mieux dormir et de mieux récupérer. Je reste pendant 15 à 20 minutes pour méditer, visualiser mes objectifs et repousser mes limites psychologiques et physiologiques. Alors, Monsieur Burdel, vous avez pratiqué la cryothérapie dans le milieu du football. Ce soin s'est démocratisé dans le sport ? Oui, tout à fait. Et c'est aussi le sport qui, notamment au début des années 2000, a commencé à donner un petit peu des images en France de sportifs qui se mettaient dans des espaces où la température n'était pas très chaude et qui a soulevé l'intérêt. C'est vrai que le sport, là aussi, la cryothérapie a son intérêt, mais la forme et l'outil cryothérapie va être variable en fonction de ce que l'on recherche. D'accord. La cryothérapie en espace fermé, comme on le fait en cabine, c'est un élément de sédation, de récupération. En eau froide, c'est quelque chose qui va être plus d'origine de créer des améliorations sur le plan retour circulatoire. Et dans ce que disait tout à l'heure Jérémy, il y a un mot qu'il faut associer, il a parlé de méditation. D'accord ? Donc là, il y a vraiment l'implication de la partie mentale, non pas comme on le lit malheureusement trop souvent dans le fait de subir une séance. Subir une séance, c'est complètement stupide, ça n'a aucun sens. On doit la vivre. Et pour la vivre, il y a une intégration mentale. À partir du moment où les paramètres physiologiques ne sont pas en risque, il parle d'abaissement de la température centrale. Ça, c'est un élément qui est complètement en lien avec la méditation, mais qui n'a rien à voir avec une séance classique qui sera pratiquée dans nos espaces. Alors, Christophe, vous nous disiez tout à l'heure que vos chevaux bénéficiaient de la cryothérapie. J'imagine qu'ils ne rentrent pas dans les machines comme les humains. Comment ça se passe pour les chevaux ? C'est beaucoup plus local, en quelque sorte. On peut leur appliquer comment dirais-je ? Des glaçons, non ? Pas des glaçons, mais des projections de cryo, un petit peu de froid, en quelque sorte, un peu plus intense à certaines zones. Pour soigner les douleurs, plutôt ? Du froid gazeux localisé, voilà, tout à fait, qui est en température qui sont là aussi négatives et entre moins 70, mais qui ont une action tout à fait sur les parties tendineuses. Voilà. C'est pour éviter les antibiotiques que vous faites ça, essentiellement ? Anti-inflammatoire, essentiellement. C'est-à-dire que sur des petits problèmes de tendinite, on peut effectivement avoir des très très bons résultats avec ce qu'on appelle les petites pointes d'azote à certains endroits, fait sous le regard d'un vétérinaire, ceux qui ont l'habitude de faire ça. D'accord. Et c'est vrai qu'on a des résultats assez intéressants. Associés même à d'autres soins, bien sûr. C'est pas que... voilà. Et autre question importante, il nous reste quelques secondes, M. Burdel. Combien coûte une séance de cryothérapie ? Alors, une séance de cryothérapie avec une consultation, on est dans les prix variables entre 40 et 50 euros, tout dépend le temps de consultation qui est dédié. Ce qui est surtout important, c'est le volume des séances. Aujourd'hui, les séances doivent être vraiment des séances qui soient faites au cas par cas, avec des temps qui soient dédiés et en rien vendus sous forme de pack de séances sans aucune connotation soin et par des gens non qualifiés. Le message est entendu. On arrive au terme de ce dossier du jour. Merci Frédéric Bridel et Christophe pour vos éclairages ce matin. Allez, on prend la direction maintenant de Quiberon où souffle un vent aux douces saveurs sucrées. C'est à toi, Evan. Oh là là, une Fantais, je peux te dire qu'ici, dans l'atelier de production, ça sent drôlement bon. Il y a plein d'odeurs de fruits qui se mélangent.
Avant d'aller voir les chaudrons d'un peu plus près, Vérène, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une confiture qu'on va trouver en supermarché et une confiture artisanale comme vous faites ici? Alors la confiture artisanale, la différence c'est sur l'appellation confiture. Une confiture industrielle, pour avoir l'appellation confiture extra, est autour de 45% de fruits pour 55% de sucre en teneur totale. Sucre ajouté plus sucre du fruit. Et nous, et la plupart des artisans, on est entre 60 et 90% de fruits. Ah oui, voilà. 2 fois plus quasiment, donc forcément plus de goût. C'est ça. Alors justement, pour vous donner l'eau à la bouche, on va s'approcher un petit peu de ces beaux chaudrons en cuivre qui mijotent. Qu'est-ce que vous préparez ce matin? Alors ce matin, on prépare de la confiture de clémentine. Doriane est en train de... Qui touille avec amour et avec passion. Et maintenant, on va pouvoir mettre le sucre. Du coup, oui, donc dans la confiture, si je me souviens bien quand j'ai observé ma grand-mère, c'est des fruits et du sucre. Voilà, des fruits, du sucre et parfois un petit peu de pectine parce que les fruits n'en contiennent pas toujours assez pour avoir une texture agréable. Et puis, toi, des fois, tu vas quand même rajouter des ingrédients un petit peu plus fun, du poivre, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure, du rhum. Oui, voilà. Alors, la confiture, c'est du fruit, du sucre, mais après, on peut aussi mettre des épices, du vinaigre, des légumes, des fleurs. Des légumes, genre clémentine, carotte. Par exemple, pourquoi pas? Oui, exactement. On peut mettre de la carotte, on peut mettre de la courgette. On a déjà fait courgette, vanille, citron vert. On a fait chou pomme carotte, on a fait de la tomate, du poivron, framboise poivron par exemple. Donc voilà, on peut faire vraiment plein de mélanges différents. Approchez Fabrice, je vois derrière la caméra salive à l'idée de voir toutes ces confitures. Ici, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la fraise, non? Ou de la framboise? Non, raté, c'est de la framboise. De la framboise bretonne. Ah ouais. Voilà. Et là, c'est de la fraise. Ici, c'est de la fraise, bretonne aussi. Comment elles sont belles, ces fraises. Et alors, pourquoi est-ce que vous les faites cuire dans des chaudrons en cuivre? Alors, le cuivre a la propriété d'être un très très bon conducteur. En plus, la forme évasée va permettre une bonne évaporation de l'humidité du fruit. Et en plus, le petit plus, c'est que les ions de cuivre aident les molécules de pectine à prendre entre elles. Bon, c'est assez technique, mais voilà, c'est surtout la forme et puis le côté conducteur de chaleur. Bon, ensuite, vous les faites mijoter combien de temps? Alors, ça dépend des parfums. Ça peut aller de 5 minutes à une demi-heure. Voilà. Ça, c'est un peu la recette secrète. Les petits, voilà. Là, on va pas tout détailler. Et alors ici, c'est artisanal, mais vous avez quand même une machine qui vous aide à les mettre en pot, hein, c'est ça? Voilà. Alors, avec l'augmentation de notre production, plutôt que d'avoir un très gros chaudron, on a préféré multiplier les petits chaudrons pour pouvoir continuer à fabriquer en petite quantité. Par contre, le bout de ligne est mécanisé en partie. On peut mettre en pot à la main encore, mais on peut aussi mettre en pot à la machine avec la capsuleuse sous vide vapeur. Ça va chasser l'air froid pour avoir une meilleure conservation. Bon là évidemment elle est à l'arrêt parce que les chaudrons sont occupés. Ça va venir, mais... Et où est-ce que vous vendez vos confitures, Vérène? En Bretagne, mais pas que? Pas que en Bretagne. Alors nous, on a 9 boutiques à nous, à Quiberon, la Trinité, Vannes, Le Crouesty, Nantes, La Baule et Pornic. Mais on va revendre aussi dans les petites épiceries fines, chocolatiers, traiteurs. Et sur Internet, j'imagine? Évidemment, notre boutique en ligne sur Internet. Bon, et puis comme tu disais tout à l'heure, vous faites des confitures salées. Ce que je vous propose d'aller déguster juste à côté. Des confitures qui se marient avec les huîtres, avec le pâté aussi. Voilà, exactement, avec le foie gras, avec... Voilà, ça donne l'eau à la bouche. On vous réserve une petite place pour la dégustation. Ne ratez pas ça, à tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure, Evan. On passe à présent à notre volet emploi. Ce matin, on vous fait découvrir le métier de conseiller pénitentiaire d'insertion. Vous voyez le portrait d'Amandine. Vous avez déjà un peu expliqué votre situation? Ouais, je l'aurais dit. Je m'appelle Amandine Filinski, j'ai 28 ans et je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Ça m'a mis en retard, j'ai toujours pas été payé ce mois-ci. Ouais. Il y a quoi d'autre? Je devais recevoir aussi le papier de billet de sortie que mon père devait m'envoyer. La mission principale donc, de notre métier, c'est la prévention de la récidive. Quand on est en entretien donc, avec les personnes, on les amène à réfléchir sur leur situation, on fait une évaluation aussi de leur situation socio-professionnelle et pénale, ce qui nous permet, nous, de savoir sur quel axe de travail on va devoir agir.
C'est plus le même en plus. Je sais que quand c'était Aimée qui l'avait, c'était un autre psychiatre qui avait échangé avec elle. Là, c'est un nouveau. On verra. On est dans la relation, on vient aborder des problématiques parfois très personnelles, très intimes. On traite aussi avec eux du passage à l'acte et des comportements qu'ils peuvent avoir et qui peuvent parfois ne pas correspondre à ce que la société, entre guillemets, pourrait attendre. On les amène à penser les choses autrement, à avoir une réflexion sur eux-mêmes. Ça fait combien de temps qu'il est déjà suivi par le SPIP ? Depuis février. Février 2020 ? Ouais. On peut avoir un côté psychologue, avoir un petit côté juriste, assistante sociale, éducateur spécialisé. En fait, il faut qu'on touche un peu à tout pour pouvoir justement faire une bonne évaluation de la personne qu'on aura en face de nous. Et c'est finalement ce croisement de métiers qui montre réellement la richesse de ce métier-là et qui m'a attirée plus particulièrement. Tout ce qui aura été mis en place et tout ce qui aura été fait, c'est pour la personne qu'on reçoit. Je peux sentir une fierté vis-à-vis de la personne, mais ce ne sera jamais pour le travail que moi j'aurais pu fournir. C'est vraiment lui attribuer finalement tout le mérite, puisque sans elle, aucun travail n'est possible. C'est vraiment l'échange qu'on peut avoir avec les personnes qui justement montrent toute la diversité du genre humain et toute la richesse. Voilà pour ce portrait d'Amandine. Pour en savoir plus sur son métier, Ève Gilcard nous a rejoint en visio. Bonjour Ève. Bonjour. Vous êtes conseillère Pôle emploi à Rennes. Alors on vient de le voir, Amandine est une personne ressource qui participe à la réinsertion d'anciens détenus, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, elle est conseillère pénitentiaire d'insertion de probation. Donc elle, visiblement, elle reçoit des détenus. Il y a les conseillers d'insertion de probation, soit travaillent en milieu fermé, donc en prison, soit ils peuvent travailler en milieu ouvert, c'est-à-dire ils accompagnent pas des détenus, mais des personnes qui ont eu un aménagement de peine, qui sont sur une mesure alternative à la détention. Et quel diplôme il faut avoir en poche pour exercer ce métier, Ève? Alors il faut un bac+3 pour un concours externe, et donc c'est un concours national. Ou alors on peut passer un concours aussi interne si on est fonctionnaire ou agent public. Alors c'est un métier de contact qui demande quelques qualités humaines aussi. Oui, c'est un métier de contact qui demande beaucoup de qualités humaines, qui demande, comme elle le disait, vraiment une polyvalence, beaucoup de compétences, parce que c'est à la fois du juridique, il y a quand même beaucoup d'informations juridiques à connaître. D'ailleurs, je crois que les profils juridiques sont les bienvenus sur ce concours. Il y a aussi une capacité d'ouverture d'esprit par rapport aux personnes qu'on peut recevoir, très rigoureux, parce qu'il y a beaucoup de choses à rédiger pour les juges notamment. Il faut aussi avoir le goût du contact et vraiment le sens de l'écoute et du travail en équipe, parce que les CPIP, les conseillers pénitentiaires d'insertion de probation, travaillent vraiment avec une équipe pluridisciplinaire. Et combien d'offres sont à pourvoir dans le secteur? C'est sur concours en fait. Donc entre 2018 et 2022, il y avait 1500 postes qui doivent s'ouvrir sur le service d'insertion de probation. Et puis récemment, il y avait un grand concours justement pour proposer 350 postes de conseillers pénitentiaires d'insertion de probation au niveau national, puisque c'est un concours national. Il nous reste quelques secondes. Quels sont les salaires dans la profession pour finir? Les salaires pour démarrer sont de 1 900 € à peu près, net, et puis ils vont jusqu'à 3 000 à la fin de la carrière, sachant que les 2 premières années, on est dans l'école nationale pour apprendre le métier, qu'on est déjà salarié à ce moment-là, mais le salaire est un peu inférieur. Merci beaucoup, Ève, pour toutes vos explications et à la prochaine. Je vous en prie. Notre idée du jour solidaire va vous plaire si vous êtes un peu mécano dans l'âme. Saviez-vous que des garages vous proposent de vous aider à réparer votre auto à moindre coût? Regardez comment ça marche. Ma voiture est en panne et j'ai pas les moyens de payer les réparations. Et c'est le garage solidaire. Le garage solidaire ou participatif permet de faire réparer sa voiture ou d'apprendre à la réparer soi-même pour un coût très avantageux, comptez autour de 40% d'économie par rapport à un garage normal. Le garage solidaire s'adresse en priorité à ceux qui ont de très faibles revenus.
C'est en général une association qui bénéficie d'aides publiques et qui tire ses revenus aussi de la revente de véhicules d'occasion. Et les bénévoles sont les bienvenus pour donner un coup de main. Vincent, 22 ans, est chef mécano dans un garage solidaire. Il a bénéficié d'un contrat d'insertion. Les clients peuvent être des acteurs de l'entretien de leur véhicule. C'est comme tout. Cela paraît impressionnant au début et avec un peu de pédagogie, cela devient une passion. Notre rôle aussi est de faire de la prévention sur les gestes de sécurité indispensables à effectuer. Cela permet d'éviter des pannes qui pourraient être très ennuyeuses. Je suis fier de faire partie d'un garage prônant le partage, l'entraide et la solidarité qui profitent à toutes et tous. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un garage, essayez le garage solidaire. Et si vous voulez soutenir cette démarche, donnez un coup de main. Et il en existe plusieurs garages solidaires bretons, dont le vôtre. Frédéric Rastelli, bonjour. Vous êtes avec nous depuis Lorient. Alors, comment vous avez démarré une telle aventure, si je puis m'exprimer ainsi? Alors, au départ, c'était une aventure personnelle, en fait. Et j'ai fait un constat parce que j'ai acheté un véhicule d'occasion et j'avais une petite réparation à faire dessus. Il me fallait un pont pour lever le véhicule. Et en fait, j'ai pas trouvé de garage pour pouvoir m'aider. Donc, j'ai fait 260 km. Je suis allé jusqu'à Ploudaniel, à côté de Brest, pour 10 minutes de réparation. Ah oui. Et quand je suis revenu, et au retour, j'ai constaté qu'il manquait quelque chose donc, sur Lorient. Et donc, nous avons monté en 2018 ce garage. D'accord. Alors, le succès est au rendez-vous aujourd'hui. Vous avez plus de 1400 adhérents. C'est quoi la recette de votre succès, finalement? Alors, bon, déjà, c'est que ça manquait beaucoup. Mais en plus, je dirais que les gens sont attirés par ce métier. Parce que le savoir, le faire soi-même prend tout son sens, en fait, dans ce garage. Et donc, les gens viennent nous aider. Ils viennent apprendre le métier. Et en plus, ils achètent leurs pièces eux-mêmes sur des sites internet, ce que l'on ne peut pas faire aujourd'hui dans un garage normal. Donc, ils font des économies et sur le montage et sur le prix des pièces. Et vos prestations sont ouvertes à tous. C'est important pour vous, cette mixité sociale. Ça ne s'adresse pas qu'aux gens précaires. Exactement, voilà. C'est-à-dire qu'on a voulu une mixité sociale pour pouvoir aider, pour que les plus riches aident les plus pauvres. C'est pour ça qu'on s'appelle le seul garage solidaire. Donc ici, il y a une solidarité. Quand les gens n'arrivent pas à monter leur garage, à faire leurs travaux, pardon, eh bien, on se rassemble et on les aide et on leur fait souvent les travaux gratuitement. Et quelles sont les demandes qui reviennent régulièrement? C'est surtout sur les questions de moteur, de la mécanique, la carrosserie. Alors en fait, le problème, il est ciblé sur le contrôle technique. Les gens aujourd'hui viennent avec un véhicule qui a 10 ans à peu près, et ils ont été d'abord dans un garage concessionnaire qui leur a dit votre véhicule, il faut le changer, il est mort. Sauf que ces gens-là, ils n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Donc en fait, on fait un diagnostic du véhicule, on regarde avec eux le budget qui serait intéressant pour pouvoir passer au contrôle technique, et on arrive dans 95% des cas à repasser un vieux véhicule remis en état pour le passer au contrôle technique. Et vous arrivez à trouver des mécanos bénévoles? Alors, on a des mécanos bénévoles, mais on a surtout 3 mécaniciens professionnels qui sont là pour superviser évidemment les travaux et accompagner donc les adhérents dans leur entretien et dans leurs travaux. Et ensuite, on a quelques bénévoles, oui, effectivement, qui viennent à la fois pour apprendre et pour aider. Et à savoir aussi que vous proposez des véhicules à vendre. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en complément, on a pas mal de personnes qui viennent et qui sont en besoin de mobilité. Donc, les adhérents, c'est encore la solidarité du garage. Certains adhérents, au lieu de mettre leur véhicule à la casse, ils nous donnent les véhicules, on les remet ensemble en état et on les revend au prix des réparations et de la remise en état à des personnes qui sont en besoin de mobilité. Merci beaucoup Frédéric Rastelli de nous avoir présenté votre self-garage solidaire. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Allez, on prend la route direction Quiberon où nous attend Evan.
Alors, pendant que Vérène nous prépare de délicieuses petites tartines de confiture salée à déguster dans un instant, j'ai quelques questions pour toi, Marie-Charlotte. Toutes les deux, vous êtes sœurs, vous êtes associées dans la cour d'Orgères. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire, est-ce que c'est un atout pour vous d'être installée sur la presqu'île de Quiberon? Bien sûr, parce que tout d'abord, ce qui est hyper agréable, c'est d'habiter Quiberon, c'est magnifique. Et nous, ça nous fait un chouette cadre de vie. Donc c'est la qualité de vie avant tout. Vous avez combien de salariés ici? On a 30 salariés à l'année. Et puis l'été, on peut monter jusqu'à 60 salariés. Et est-ce que vous avez été impacté de près ou de loin par le Covid à un moment depuis le premier confinement? Bien sûr, on a tous été impactés. Et nous, on en fait partie aussi. On a eu de la perte de chiffre d'affaires à cause de la fermeture de nos boutiques. En revanche, on a bien bossé sur notre site internet et ça, c'était formidable. Donc ça s'est jamais arrêté de produire ici Non, jamais. Ils ont continué tous les jours. Bon, tant mieux, comme ça nous permet de se régaler. Merci. Tu reviendras tout à l'heure pour la dégustation. Avec plaisir. Alors Vérène, qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors là, je vous ai préparé pour goûter une petite verrine avec de la sardine écrasée, de la mâche, du yaourt nature et notre écume des mers qui est une gelée de muscadet aux échalotes et aux algues. Ah oui, donc quand on parle de confiture salée, tu fais pas les choses à moitié. Voilà, je ne sais pas si on peut dire que les confitures sont salées, mais c'est des confitures qu'on peut marier avec le salé. On les appelle, chez nous, souvent les sucrés salés, justement parce qu'on va pouvoir cuisiner la confiture. Je goûte pendant que tu parles. Donc ici, c'est une confiture qu'on peut mettre avec, par exemple, la sardine, mais aussi avec du saumon fumé, avec du poisson, avec du foie gras, du fromage. J'ai l'impression de manger une huître. Voilà. En fait, c'est souvent l'accompagnement de l'huître. Quelque chose avec de l'échalote, voilà. Et l'autre ici, l'été indien, c'est un chutney. Alors on fait aussi des confitures éphémères. Donc ici, c'est un chutney avec de l'échalote, de l'abricot, des petits raisins, des épices, du vinaigre. Et avec du pâté. Donc échalote, abricot, ça se marie bien justement avec tout ce qui va être rillettes, foie gras. Voilà, rillettes, foie gras, charcuterie, pâté. Comment tu fais pour avoir ces idées-là? Comment il se passe le processus de création d'un chutney ou d'une confiture? C'est au gré des rencontres, des voyages, des lectures, des restaurants. Voilà, c'est l'inspiration. On peut discuter avec ma sœur de plein de choses, de ce qu'on a vu. Voilà. Manger, quand on mange quelque part, on va avoir plein d'idées qui vont nous venir. Et puis, en fait, c'est un mix de tout ça qui fait qu'il y a un moment dans la tête, il y a quelque chose qui sort. Et après, tu sais pas, t'es dans ta cuisine ou dans ton arrière-cuisine, arrière-boutique, en train d'essayer de faire des petites alors ça préparations. commence en petite quantité. On fait plein de petits essais en petite quantité. Donc là, ça va être plutôt dans ma cuisine. Je vais faire goûter à mon entourage, mes enfants, mon mari, ma sœur. Et puis le reste de l'équipe, ensuite, va pouvoir goûter, donner son avis. On va modifier, améliorer la recette, faire plusieurs prototypes jusqu'à ce qu'on ait quelque chose, le consensus qui va plaire à tout le monde, qui soit assez original pour être assez créatif et donner envie. C'est votre marque de fabrique quand même. Voilà. Et en puis même vous temps, anticipez vachement longtemps à l'avance. Oui, là on est en train de travailler sur le premier trimestre 2022. Ah oui. Voilà. On a déjà fait la confiture de Noël, donc pour l'année prochaine. Donc voilà, on va vous préparer plein de petites surprises. Bon super, on va passer nous à la dégustation. En tout cas, merci pour cette belle découverte. Vérène, Marie-Charlotte, tu peux revenir, on va quand même pas se priver d'une petite tartine. Voilà. Allez. Merci pour cette découverte, pour continuer à favoriser les producteurs locaux. Et puis nous, on va se régaler. Je vous dis à demain. Allez, bon appétit, bien sûr. Pourquoi je vais goûter celui-là? Il n'arrête pas celui-là de se régaler. À demain, Evan. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans une poignée de minutes votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne et à demain. Hey, hey.